Pendant qu'il ramenait Rambo sur le tournage de la Suicide Squad, les vrais Expendables, eh bien le réalisateur James Gunn a reçu un beau cadeau de la part de Microsoft, une Xbox Series X entièrement personnalisée, et il semblerait qu'ils aient fait pareil avec Snoop Dogg. Bon, apparemment ça serait tout bidon, non pas pour Snoop Dogg qui aurait peut-être effectivement fumé 1 ou 2 joints dans sa vie, mais pour la Xbox qui surchauffe au point de se transformer en le fruit de l'accouplement entre Ghost Rider et une chicha. Petit point Covid par rapport à la semaine dernière, le test est revenu et j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis absolument comme mon compte en banque après l'annonce des sorties comics, d'Absolute, d'Omnibus, d'Artist Edition, négatif. Mais merci pour tous vos gentils messages qui m'ont beaucoup touché, donc en pleine forme, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 271e JT Comics, un petit point d'anglais, to glow, ça veut dire produire une lumière constante et peu brillante, pour un phare c'est bof, mais pour les yeux de Superman quand il est censé s'énerver, c'est pas trop mal, bon, à force de hold up sur l'esprit critique, on a la brillance qu'on mérite, mais il y a quand même une amélioration, quand je vois certaines stars de télé, par réalité, n'a que très peu sa place à la télé, refuser qu'on leur insère quoi que ce soit dans leur corps, je me dis qu'à une époque où elles étaient un peu moins farouches que ça. Allez, sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Adjugé. Le 1er et le 2 décembre prochain se tiendra une grande vente aux enchères d'objets du cinéma avec près de 1000 lots cultes. Parmi les clous de la vente, il y a la tête mécanisée d'Alien conçue par Giger pour le premier opus. Il y a la main d'Ash d'Evil Dead, la veste de Marty McFly, le robot Chappie en grandeur nature, l'épée de Conan, ça c'est pour mon poteau Bruno Bessadi, c'est quand même estimé entre 33 et 55 000 euros. Il y a une chemise de John McClane dans Die Hard 3, il y a les règles et le savon de Fight Club, il y a l'anneau unique en 3 exemplaires, tous de formes différentes suivant le plan que voulait faire Peter Jackson. Il y a l'arc, le couteau de Rambo, le costume du caméo de Stan Lee dans Spider-Man, j'ai envie de le renifler. Un R2D2 qui a été conçu puis abandonné pour la prélogie. Il y a le cristal de la forteresse de solitude du premier Superman. Il y a un masque de V qui a été réalisé en fibre de verre. Ils étaient un petit peu plus rares, d'habitude ils en portaient en plastique, mais celui-ci a été porté par Hugo Weaving. Il y a plein de griffes de Wolverine en os, en adamantium, tout en plastique évidemment. Il y a même l'animatronique de Deadpool dans Wolverine Origins. Il est marrant, on dirait qu'il vient de se prendre une olive. Et le petit un petit peu ironique, c'est le flingue de Hawkeye d'œil de faucon dans Avengers. Et si vous avez 10 000 balles dans la poche, sachez que vous pouvez acheter le masque de Batman porté par Michael Keaton dans le film de Burton de 1989, donc le masque et la partie basse qui tombait sur les épaules et dans le dos, pour acheter quelque chose qui recouvre la tête et qui vous empêche de la bouger une fois que vous êtes à l'intérieur, j'ai connu des KW moins chers, mais bien moins stylé aussi. Il y a aussi pas mal de concept art, moi ça j'en raffole, vous avez les plans du manoir Wayne, de certaines rues de Gotham City, toujours du Burton de 89, il y a un storyboard de l'artiste comics Jock pour le film Dredd de 2012, il y a une PLV aussi de Dredd, signée par les artistes emblématiques du label 2000 AD, donc vous avez Gibbons, Mill, Wagner, plein d'autres. Il y a une illustration d'Alan Lee qui a dessiné Christopher Lee, entre Lee se dessine pour Saruman, pour le Seigneur des Anneaux. Il y a de superbes concept art de Men in Black par John Bell, les plans pour le film The Rocketeer par Alan Arkin et un Dark Vador par Dave Prowse. Soyez sûr que cette vente aux enchères, je vous en reparlerai d'une manière ou d'une autre. La suite. On dirait que c'est la période des suites, puisqu'après 15 ans, l'acteur Peter Stormare a déclaré sur Instagram qu'une suite au film Constantine était prévue. C'est peut-être un peu surprenant, mais finalement pas tant que ça, considérant la popularité de l'acteur Keanu Reeves, qui a pactisé avec je ne sais qui pour ne plus jamais vieillir. On sait que ça fait des années que le réalisateur Francis Lawrence et Keanu Reeves sont bouillants pour que ça se produise. Pour le panel des 15 ans de la San Diego Comic Con en juillet dernier, le producteur Akiva Goldsman avait déclaré qu'une des scènes prévues par les scénaristes, c'était Constantine en prison, qui se réveille, qui doit chercher un détenu, et ce détenu c'est Jésus. Tu sens venir la petite campagne de promo gratuite des 1 Million Moms. On verra bien ce qu'ils feront. En attendant, lisez le Constantine de Ennis, de Elise, de Carré, de tout le monde. Il y a 300 épisodes plus leur série, foncez. L'autre suite, c'est un petit peu moins frontal, c'est celle peut-être de la Justice League de Zack Snyder, puisque le réalisateur se sert de l'immense popularité de sa Snyder Cut pour lever des
fonds de prévention contre le suicide, qui a malheureusement emporté sa fille. Et on a pu voir par exemple sur un t-shirt un petit peu mieux son Darkseid, c'est cool, ça fait très Kirby. Il a aussi montré sur son téléphone une photo de Martian Manhunter, mais c'est tellement pixelisé que ça pourrait être une dick pic de Shrek. Et il nous a dit que le Joker version Jared Leto aurait un nouveau look que dans Suicide Squad, puisqu'il serait un Joker un petit peu plus usé par le temps. Ça, je trouve ça intéressant. Et il a aussi dit un petit peu plus à demi-mot qu'il avait déjà réfléchi à des intrigues au-delà de la fin de sa Snyder Cut, donc potentiellement une Justice League 2, ça n'a pas manqué d'enflammer sa Snyder Army. Et en attendant, on sait que toutes les scènes additionnelles qui ont été tournées depuis que la Warner a ouvert le robinet à thunes, dont certaines, par exemple celle de Ezra Miller de Flash, sur le plateau des animaux fantastiques, eh bien, ne rajouteront que 4 minutes de film, plusieurs dizaines de millions de dollars pour seulement 4 minutes. Je pense que c'est pour ça que Zaya s'est reconverti dans le cinéma. Et la suite dont on se serait bien passé, je vous disais la semaine dernière que chez DC ça s'était stabilisé, que c'était chez Marvel qu'on virait des gens, et bien mon cul en fait, on a appris que DC avait, pour parler la novlangue, à remercier 9 autres personnes la semaine dernière, et que on pense à eux évidemment et à toute leur famille. Tu bluffes, Johnny? Une saison 3 du Punisher avec Jon Bernthal. D'habitude, ce genre de rumeur provient des sites qui écrivent leurs news en écoutant le souffle chaud de l'œil de Sauron sur lequel ils sont fermement assis. Ah, Marvel a racheté DC et la Justice League intègre bientôt le MCU. Sauf que là, ça ne vient pas de We Got Discovered ou autre site similaire, mais directement de Jon Bernthal, puisque l'acteur a dit qu'il y avait toujours de l'espoir de le revoir dans une saison 3 du Punisher, que il était ravi de l'accueil que les gens ont réservé à son interprétation du personnage, que c'était un personnage qui comptait beaucoup pour lui et qu'il l'avait dans le sang et dans les os. J'espère que c'est pas nous qui allons l'avoir dans l'os et qu'il n'est pas en train de nous faire un petit coup de bluff pour faire monter une espèce de hype, comme on dit. Puisqu'après, il est quand même beaucoup moins clair, on dirait Martoni. Il dit pour moi, ce n'est pas tant une question d'avoir l'opportunité de le faire ou non, c'est plutôt ce que tu fais une fois qu'on te donne cette opportunité. Toutes ces décisions sont prises dans des pièces où je ne suis pas convié, ça c'est important. Il dit Frank subsiste toujours comme une partie de moi-même. Quand je recevrai ce coup de fil, je serai prêt à y aller et je m'assurerai de tout mettre en œuvre pour le faire bien ou ne pas le faire du tout. Ils viennent nous enfumer comme si on était des Xbox là. Moi je préfère quand même finir avec les paroles de Garth Ennis, le co-créateur de The Boys, qui a peut-être livré l'une des meilleures interprétations papier du Punisher, le comics, la série Max notamment, que je vous conseille absolument de lire. Il dit le problème avec les différentes incarnations à l'écran du Punisher, ce ne sont pas les acteurs, ni même les réalisateurs, mais le scénario où ils ont toujours besoin d'adoucir les choses. Jon Bernthal était super et j'ai trouvé que la première saison était assez bonne. La seconde a mis en évidence le problème de la série. Ils ont soigneusement évité de le montrer en Punisher, c'est-à-dire le génie tactique qui de manière très intelligente massacrerait une dizaine d'ennemis à plus de 100 mètres avec une mitrailleuse plutôt que d'aller au corps à corps. Merci. Trop de Billy Russo, pas assez de Pilgrim, je l'ai toujours dit. Postmoderne. Tiens, si comme moi vous aimez l'ironie postmoderne, vous allez adorer cette news. Le postmodernisme, c'est aussi la perte d'un certain sens. Et on va parler de Boys. Tout d'abord, les Proud Boys, qui est un groupe américain exclusivement réservé aux hommes. C'est interdit aux femmes, qui se revendiquent eux-mêmes comme des chauvins, contre le politiquement correct, contre la culpabilité d'être blanc, pour que perdure, pour que survive la culture blanche et qui nie absolument tout lien avec l'extrême droite raciste américaine. Le problème, c'est que aux États-Unis, il y en a des vrais racistes qui se revendiquent en tant que tels. Et bien ceux-là les accusent justement de faire du politiquement correct en employant des mots comme chauvin, alors qu'on sait très bien que la plupart sont des suprémacistes blancs. Même Trump a fini par les reconnaître comme tels en les condamnant. Ils sont anti-islam alors que leur nom, Proud Boys, proviendrait d'une chanson d'Aladin qui n'a pas été utilisée dans le dessin animé originel. Ça s'appelle Proud of Your Boy, que c'était à l'époque où il y avait encore la maman d'Aladin dans le dessin animé et où elle était un petit peu déçue du comportement de son fils, arabe, voleur. Peut-être musulman, c'est pas trop, mais en tout cas, il lui promettait le changement en lui chantant cette chanson. Ça a été viré, ça a été utilisé dans la comédie musicale début 2010. Ils sont également antisémites, sauf que pour rallier tout le monde donc à la marche de protestation contre la perte, soi-disant le vol de l'élection de Trump par Joe Biden, eh bien ils ont appelé donc à Washington DC, ils ont mis sur leur affiche le logo de DC Comics, une boîte qui n'aurait jamais ce succès, cette renommée si Jérôme Siegel et Joseph Shuster, deux juifs, n'avaient pas créé le personnage de Superman basé sur des mythes judaïques. Et justement dans cette marche, qui ne rassemblait pas que des Proud Boys mais pas mal de supporters de Trump, on a pu voir un des personnages de The Boys,
le Homelander, le protecteur, hein, donc avec un masque de Trump qui tient un Joe Biden habillé en prisonnier. Ce qui a poussé le co-créateur du comics The Boys, Darick Robertson, le showrunner de la série Amazon, Eric Kripke, et l'acteur qui joue Homelander, Anthony Starr, à se demander s'ils avaient bien compris que dans The Boys, hein, le Homelander incarnait le mal, peu importe ses failles, ses nuances, ses aspérités, la complexité de la caractérisation du personnage, ce n'est pas le héros, hein, et on peut trouver ça ironique effectivement d'utiliser un personnage qui a du mal à gérer ses pouvoirs, son autorité, son complexe de supériorité, qui est super autoritaire pour défendre la figure de Donald Trump, mais je suis pour arrêter moi de leur chercher des excuses, peut-être aussi qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Comics pur jus. Dans l'actu purement comics, DC s'apprête à sortir une série sous le format de l'anthologie, tout d'abord en digital puis imprimé longtemps après, hein, qui viendra reprendre des anciens personnages peu exploités et avec des nouvelles voix, des nouveaux artistes. Donc pour ceux qui se plaignent de toujours voir les mêmes héros chez DC, par exemple Batman ou encore Batman, eh bien vous pourrez là par exemple suivre Vixen, le personnage créé dans les années 80 par Gary Conway et Bob Oxner. Là ça sera repris par Geoffrey Thorne, Chris Cross et Jordi Tarragona, et l'anthologie s'appellera Truth and Justice, vérité et justice. Elle n'a même pas encore fait ses débuts dans le DC Future State que la toute nouvelle Amazon originaire du Brésil, Yara Flor, est déjà droit à sa série qui est en préparation sur CW par le grand mogul Greg Berlanti et Daylin Rodriguez. On verra ce qu'ils feront de cette Wonder Girl. Sinon elles traînent déjà sur le net, mais elles vont être publiées pour la toute première fois en papier dans l'édition Deluxe de Death in the Family. Qu'est-ce qui se serait passé si les gens qui ont appelé pour décider du sort de Robin, comme c'était Jean-Pascal de la Starac, avaient décidé eh bien qu'il survive et non pas qu'il ait son petit coup de barre. Sinon on connaît la sélection officielle du festival d'Angoulême qui devrait se dérouler en 2 parties cette année pour cause de Covid. Parmi les parutions un petit peu plus comics, je peux pas m'empêcher de ne pas voir le Coda de Simon Spurrier et de Bergara, le Invisible Kingdom de Christian Ward et de J. Willow Wilson, c'est chez iComics, le Kent State de Derek Bagderf chez Saela. Je suis en mode John Travolta, hein, pour le Carbone et Silicium de Mathieu Bablé qui est pas présent dans la sélection, et c'est ce qui me fait dire que les prix on s'en branle un petit peu, hein, mais c'est vrai que c'est comme les sondages, c'est toujours bien quand ils sont en notre faveur. Excellente nouvelle pour tous les fans de hip-hop et de comics, ça devenait introuvable de toute façon en single issue chez Boom Studio, mais le 12 Reasons to Die, hein, des artistes du Wu-Tang, RZA et Ghostface Killah sera réédité en format relié. C'est l'histoire d'un fantôme qui va se venger de 12 parrains de la pègre qui ont commandité sa mort. C'est co-orchestré par le scénariste Matthew Rosenberg. Il y a plein d'artistes, il y a Joel Jones, il y a Tyler Crook, il y a Riley Rossmo, il y a Paolo Rivera au cover, Tim Seeley, enfin il y en a plein, ça c'est un achat direct. Et enfin pour les nostalgiques de Sam Keith et de la série The Max, eh bien sachez que l'artiste a lancé un Kickstarter où il vend des calendriers avec 12 couvertures qu'on connaît déjà, mais les couvertures des calendriers elles seront inédites, il y en aura deux variantes cover. Pour ceux qui s'en foutent de voir le temps qui passe, hein, de toute façon, qu'est-ce que vous allez marquer dessus puisqu'on est confiné, hein. Fais attention, porte un pantalon ou alors ajuste mieux le cadrage de ta prochaine réunion Zoom. Et bien pour cela, il y a des cartes postales, mais il n'y en a que 6 et il n'y a pas les illustrations exclusives, mais ça coûte 10 balles. Lisez. Cette semaine, j'ai pas trop eu le temps de me plonger dans les lectures, mais néanmoins, j'ai fait un single issue de Volt Comics. C'est une nouvelle série qui s'appelle Giga. C'est par Alex Packnadel et John Lee. C'est l'histoire de mecha qui, après, hein, ils ont cessé de se battre avec les kaijus. Ils sont devenus un petit peu les dieux de l'humanité. Les humains vivent même à l'intérieur d'eux. Et un jour, il y en a un qui est assassiné. Hein, l'histoire, c'est une dystopie, c'est de la science-fiction. Hein, l'histoire est vue à travers les yeux d'un ingénieur. Ils n'ont pas trop la cote dans ce genre de régime un petit peu fascisant et aveuglé. Ça part très bien, mais j'attends la version reliée pour me les enchaîner. Et justement, en parlant d'enchaîner, ma prochaine lecture, hein, c'est les Mind MGMT, hein, puisque Monsieur Toussaint Louverture m'a fait l'honneur, hein, de me les envoyer. J'attendais de tout avoir pour tout lire, hein, donc le prochain devrait sortir vers janvier. L'aperçu du FCBD m'avait convaincu, hein, c'est l'histoire d'une espèce d'agence gouvernementale qui utilise des gens avec des capacités spéciales pour un tout nouveau genre de manipulation mentale à grande échelle. Il y a une femme, hein, qui écrit notamment des romans policiers, des thrillers, hein, qui va essayer de percer un petit peu le mystère sans s'y faire engloutir. Ça sent très bon, et de toute façon je vous en reparle prochainement, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez
Élysée, est-ce que vous geekez pour ceux qui ont déjà pu toucher les consoles next-gen? Dites-moi si Miles Morales est si bien que ça. J'espère au moins que vous avez lu le one-shot de la semaine, qui est dessiné par Alric, qui est scénarisé par mes soins, Ghost Rider versus Starfire. Petite variation sur le classique, moi j'aime pas trop le personnage de Starfire, comment son pouvoir du toucher est utilisé, ça en fait une vraie éprouvette à mononucléose. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de ce JT, je vous remercie de l'avoir regardé, d'être toujours de plus en plus nombreux à le faire, toujours de plus en plus nombreux à mettre des pouces bleus, merci beaucoup, à partager sur Facebook, à tweeter, retweeter, à m'intégrer dans vos stories Instagram. Encore une fois, je vois tout et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux. C'est là que vous me laissez aussi vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis plus de 5 ans et depuis plus de 270 JT maintenant. Prenez soin de vous, prenez soin de tous et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ok, du coup avec la loi de sécurité globale, on n'a plus le droit de filmer le commissaire Gordon, d'accord. Mais est-ce que Matt Reeves va devoir flouter toutes ces images de Robert Pattinson en Batman, si on en croit le vieux débat qui dit que la chauve-souris n'est qu'un flic qui s'affranchit de la loi? Vous avez 4 heures.